La Nièvre numérique, magazine présenté par Olivier Roland. Je reçois aujourd'hui M. Pierre Bareil, directeur du syndicat Nièvre numérique, et M. Pascal Bernard. Vous êtes à la direction du système de l'information du Conseil général qui regroupe une vingtaine de personnes. Votre objectif, c'est combattre la fracture numérique dans la Nièvre. Et ça va être donc le sujet d'aujourd'hui. On va essayer de parler de ce que vous faites pour combattre cette fracture numérique qui est finalement très importante et qui est chez tout le monde, les gens âgés, mais les très jeunes, les professionnels, chez tout le monde. Et donc, vous allez nous décrire les actions que vous avez menées et que vous menez maintenant pour réussir ce challenge. Je vais essayer de décrire le mieux possible, effectivement, le dispositif mis en place pour réduire cette fracture numérique qui est encore très présente sur notre territoire, comme dans tous les territoires de France. D'ailleurs, c'est pas spécifique à la Nièvre. Pour cela, on a effectivement créé un service qui s'appelle le service d'accompagnement au numérique au sein de la collectivité, mais qui n'est pas le seul à agir pour réduire cette fracture. Donc en tout cas, c'est une mission que le Conseil général donne à cette direction. Oui. Comment vous avez démarré ? D'abord, cette mission, elle existe depuis déjà pas mal d'années. Alors, c'est pas en 2013 qu'on a commencé. Le service d'accompagnement numérique, il existe depuis peu de temps. Il existe depuis maintenant un peu moins d'un an. Mais auparavant, la collectivité avait mis en place un dispositif d'accompagnement aux usages numériques dès 2003, avec la mise en place d'un réseau de cyberbases au sein des collèges publics de la Nièvre. Pourriez-vous décrire un petit peu ce que vous avez fait dès 2003 ? Et puis ensuite, comment ça a évolué ? Comment vous avez amélioré le système ? De 2003 jusqu'à 2012, on s'est appuyé donc sur ce réseau. Ce sont des espaces équipés informatiquement et qui étaient mis à la disposition, ouverts au public, de manière à ce que les gens puissent venir bénéficier des conseils et de l'accompagnement d'une équipe d'animateurs. Voilà, qui était totalement pris en charge financièrement par la collectivité. Les gens se déplaçaient pour recevoir une formation. Exactement. Pour recevoir une formation, en quelque sorte. Les gens se déplaçaient pour recevoir une formation. On leur proposait un catalogue d'ateliers, de thématiques, donc sur des sujets très basiques. Ça pouvait être le traitement de texte, la maîtrise d'un tableur, etc. Donc des sujets qui concernent un maximum de personnes pour commencer à maîtriser le numérique au quotidien. Ce dispositif, il a changé de forme en 2012, puisqu'on est passé dans un mode de mobilité. On a demandé à nos animateurs d'aller au plus près de la population, de sortir de leurs espaces, et pour ce faire, on les a dotés de matériel mobile, qu'on a appelé kiosque numérique. Si j'avais bien compris, vous aviez démarré cette opération d'abord en plaçant ces lieux de formation dans les collèges. Oui, tout à fait, dans les collèges. Donc on allait un peu à l'école à chaque fois qu'on voulait recevoir une formation. C'est peut-être un des freins et un des constats. En tout cas, c'est un des constats que la collectivité a fait. Effectivement, ça pouvait, pour une certaine partie de la population, être quelque chose de contraignant, d'avoir le sentiment de retourner à l'école. Ceci dit, cette organisation-là, des espaces au sein des collèges, elle a malgré tout permis d'accompagner un grand nombre de personnes. Et sur les dernières années, on était quand même à pratiquement 3000 personnes qui fréquentaient ces lieux. Oui, malgré le frein psychologique. Exactement. C'est vrai que le collège, finalement, c'était un lieu plus facile pour organiser tout ça. C'était un lieu facile puisque les collèges les murs appartiennent à la collectivité. Donc déjà, c'est facile. Ça avait aussi l'intérêt d'équiper les collèges et de faire bénéficier de ces équipements les collégiens, les enseignants qui exercent dans les établissements. Donc il y avait ce double intérêt. Parce que le matériel qui était mis dans le collège, il servait toute la journée, alors qu'en fait, vos formations n'étaient pas forcément toute dans la journée. Donc il y avait effectivement peut-être ce frein psychologique par rapport à une population qui aurait pu avoir du mal à franchir les murs de l'enceinte scolaire. Et l'autre sujet qui a poussé la collectivité à changer son dispositif, c'est aussi sans doute le fait qu'on était limité forcément en termes d'usage aux horaires extrascolaires, donc en soirée ou le mercredi après-midi, ce qui ne permettait pas forcément de toucher toutes les populations qu'on aurait souhaité. Bon, il y a un public qui pouvait être qui pouvait trouver compliqué d'être présent. Exactement. Donc, malgré le succès d'avoir 2500 à 3000, je dirais, clients, enfin en tout cas personnes intéressées par ces formations,
vous avez considéré qu'il fallait... Les élus de la collectivité se sont dit qu'il fallait arriver à accompagner l'ensemble de la population nivernaise et si possible deux catégories socio-professionnelles, les acteurs économiques, les artisans, les commerçants, tous les acteurs économiques du département. C'est une des cibles principale qu'on nous a demandé d'accompagner. On sait très bien que le numérique participe au développement économique d'un territoire, donc il fallait absolument arriver à accompagner ce public. Et puis on nous a aussi demandé de mettre l'accent sur tout le public qui est éloigné justement, et on revient au thème de cette émission, est très éloigné du numérique et qu'on peut considérer en fracture avec le numérique. Voilà. Donc pour ce faire, on a mis cette mobilité en place pour essayer d'aller au plus près des besoins exprimés ou des projets qu'on peut identifier, et pour essayer d'être en accord avec un certain nombre de partenaires qui nous permettent de toucher ces populations. Pour reprendre un mot intéressant qui a été dit tout à l'heure, qu'on pourrait peut-être développer, et puis on va continuer sur le sujet. Monsieur Bareil, vous avez parlé d'un mot tout à fait qui n'était pas franglais en plus. Alors, c'est tellement rare que vraiment il faut le dire, qu'on l'entende bien, parce qu'on comprend bien ce que ça veut dire, et c'est pas du franglais. Effectivement, j'ai évoqué avec vous tout à l'heure ce que j'appelle littératie numérique, en fait, qui est cette forme d'alphabétisation entre guillemets des populations pour le numérique, quoi. Clairement, j'allais dire, on sait que maintenant, pour avoir une vie, bien remplie, il faut savoir lire et compter, et il va falloir en plus maintenant maîtriser le numérique. Savoir maîtriser le numérique. Je reviens un petit peu juste sur les propos précédents. Je voudrais au moins apporter un éclairage un peu différent entre cette notion d'exclusion numérique et de fracture numérique. La fracture numérique, elle portait, elle, plutôt sur une lecture technique. J'ai ou j'ai pas les moyens d'être connecté. Alors que l'exclusion numérique, c'est plus, je pense, ce dont on parle, c'est de dire, même si j'ai le moyen d'être connecté, il faut qu'encore je puisse ou je sache utiliser le terminal qui me permet d'utiliser cette connexion. Voilà. Et sur le département, je vais dire, il y a déjà eu tout un tas d'opérations qui ont été faites pour limiter, à la part congrue, cette fracture numérique. Et donc là, on est vraiment sur le service. Vous êtes sur le technique, là. Voilà, on est sur le technique et la couverture. C'est vrai qu'on emploie ce mot de fracture parce qu'on a parlé de fracture scolaire, et bon, on nous dit qu'il faut apprendre, il faut lire, écrire et savoir utiliser le numérique. Donc on garde toujours le mot fracture. Vous voulez qu'on le réserve à l'aspect technique, vous? Oui, parce que je pense que voilà, fracture, c'est vraiment... c'est quand même une fracture, comme on dit, c'est vraiment une séparation physique. On voit qu'il y a une cassure nette, quoi. Mais il peut y avoir une cassure nette dans les populations, voilà. Ensuite, quand même. Mais c'est vrai, oui, mais le terme d'exclusion, c'est clairement, je ne veux pas dire que c'est plus insidieux, mais quelque part, on est malgré tout dans un territoire sur lequel il y a des ressources, donc c'est pas le problème. Le problème, c'est de pouvoir les utiliser, voilà. Et là, d'un seul coup, c'est là où cette notion de littératie a son importance, c'est-à-dire quelqu'un qui est effectivement en ville, ou en tout cas sur un territoire où on peut se connecter, si par contre il ne maîtrise pas le numérique, voilà, il va être en difficulté, soit dans le quotidien, c'est, la déclaration d'impôt à faire sur le net, où clairement il faut quand même un minimum, entre guillemets, de bagages. Pour l'instant, il n'est pas obligé de faire sa déclaration comme ça. Il n'est pas obligé, mais on voit bien Par contre, s'il va avoir l'heure du train qui part à la gare de Nevers, il aura du mal avec le téléphone. Hein. Voilà, clairement, ça veut dire qu'il y a un passage qui va être, de plus en plus obligé, qui fait que pour avoir, dans la vie courante, un minimum de difficulté à rester en phase et à rester, entre guillemets, justement, connecté avec la vie quotidienne et notamment les services publics, par exemple, il va falloir avoir un minimum de culture numérique. Voilà. Et donc ça c'est ce sujet majeur, à mon avis, sur lequel le dispositif kiosque numérique permet de répondre, quoi. Robinson Crusoe ne pourrait pas vivre dans la société numérique. Non, mais ceci dit, une fois qu'il aura quitté son île et qu'il va se baigner dedans... Il s'y mettra grâce au Conseil général et à littératie numérique. Il n'y aura pas de problème. Vous écoutez RCF Nièvre, la suite du magazine La Nièvre numérique, présenté par Olivier Roland.
Alors je reçois aujourd'hui M. Pierre Bareil, directeur du syndicat Nièvre Numérique, et M. Pascal Bernard, la direction du système de l'information du Conseil général. M. Bernard, vous nous avez expliqué l'objectif de cette direction aujourd'hui, ce qui a déjà été fait avec les cyberbases dans les collèges, et puis l'évolution, parce que vous vouliez d'abord pas avoir des lieux qui soient des collèges, des lieux qui soient plus variables, plus nombreux. Alors, on peut revenir maintenant sur cette nouvelle façon de faire de la formation et de répondre à des questions concrètes des utilisateurs, en particulier ou surtout entreprises, parce que c'est une cible très très importante. On a voulu sortir effectivement notre dispositif des collèges. Ça passe forcément par l'identification d'autres lieux sur lesquels on peut mettre en place des actions. Et c'est une des premières choses qu'on a demandé à nos animateurs et aux conseillers numériques du dispositif d'accompagnement, c'est de faire une prospection et une identification de lieux susceptibles d'accueillir ce matériel informatique mobile et de favoriser la mise en place d'ateliers numériques. On a actuellement identifié 90 sites sur le département qu'on a géolocalisés, identifiés géographiquement. Sur tous ces sites sont conventionnés. On a une autorisation très précise, très claire, avec les propriétaires qui nous autorisent à mettre en place ces actions-là chez eux. Voilà. 90 sites, c'est quasiment une couverture totale du département. On a la possibilité de proposer des actions on va dire, à moins de 5 km de n'importe quel Nivernais actuellement. Ah bon, aussi proche que ça. Oui. Avec 90 sites, vous pouvez atteindre presque tout le monde. Parce qu'on a, on a pratiquement, alors. Tous les cantons sont couverts, ça c'est certain. Et puis en moyenne, on est à plus de 10 sites par canton. Donc ça donne vraiment quelque chose de très souple, de très utile et abordable pour le public nivernais. D'accord. Alors ça, ce sont les lieux. Ce sont les lieux. Maintenant, il faut des professionnels pour faire tout ça. Exactement. Donc les professionnels, ce sont des animateurs numériques. Ils sont 10. Ils ont 10 zones de prospection qui ont été définies, qui ont été découpées sur le territoire. Et ces animateurs sont là pour accompagner sur des problématiques qui restent basiques. C'est-à-dire qu'on est sur à la fois, ça peut être de la découverte de l'informatique, ça peut être un peu plus sur de l'accompagnement, sur de l'applicatif, mais sur des choses quand même qui restent communes à un grand nombre de personnes. Ça, c'est le premier échelon d'accompagnement. Et puis ensuite, on a un autre dispositif qui est constitué de conseillers. Il n'y a plus de programme prédéfini, si j'ai bien compris. C'est important de le dire. Vous voulez éviter ça. Il n'y a plus de programme prédéfini. Il n'y a pas de catalogue de formation. Exactement. Il n'y a plus de catalogue de formation. On a souhaité interroger la population sur ses besoins. Et ça veut dire que spontanément, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui ressentent le même besoin de formation. Pas forcément. On peut adapter quel que soit le besoin. Il y a des besoins qui sont exprimés et qui nécessitent de passer par des ateliers et des connaissances communes. Donc, vous pouvez regrouper les gens. On peut regrouper les gens par rapport à des problématiques et des contenus communs, mais pas pour forcément atteindre des objectifs qui sont identiques. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si je peux illustrer, vous pouvez très bien... Il peut y avoir des objectifs différents, mais ça passe par des moyens identiques. Et donc, d'abord, on donne les moyens, puis on peut les aider dans les objectifs aussi. C'est pas interdit. C'est surtout ça. En tout cas, nous, c'est effectivement comme ça qu'on inscrit le dispositif, c'est les aider pour atteindre un objectif qu'on définit ensemble auparavant. Alors, il y a 10 animateurs. 10 animateurs, 4 conseillers numériques. 4 conseillers, c'est pour des sujets plus compliqués. Les conseillers numériques, on peut peut-être en parler après, mais les conseillers numériques, effectivement, sont orientés beaucoup plus sur l'accompagnement et du conseil auprès des professionnels. Les animateurs sont là pour accompagner les projets individuels, à condition que ces projets individuels soient effectivement regroupés, puisqu'on n'accompagne que des groupes de personnes. Ils peuvent aussi accompagner des projets qui sont portés par des clubs, par des associations, par des collectivités locales, dès lors qu'à chaque fois on regroupe au minimum 6 personnes. Oui, il y a un nombre minimum. Exactement. Alors on ne peut pas mobiliser un animateur pour moins de 6 personnes. Ça se comprend. Mais ça veut dire que ça coûte cher pour les gens qui viennent ? Ça coûte 1 € par heure et par personne. Donc s'il y a 6 personnes, l'animateur facture 6 € de chiffre d'affaires. Exactement. À l'heure. Exactement. Bon, ça reste quand même assez abordable.
Ça reste visiblement très abordable puisque bon, c'est pas un frein. Le frein n'est pas là. Non, le frein n'est pas là. Non, très clairement. Donc, est-ce que les gens finalement ont bien la connaissance suffisante pour bien imaginer les questions qu'ils doivent poser et les questions qui se posent? Dans un domaine, plus on a de connaissances, plus on se pose de questions. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas dans le numérique, effectivement, où c'est tellement vaste qu'on peut on peut s'y perdre. Mais il y a deux types de publics. Effectivement, il y a celui qui a déjà réfléchi très précisément à ce qu'il souhaite et il voit tout l'intérêt de ce que le numérique peut apporter à son projet. Et puis il y a une autre partie de la population qui a besoin de se faire une culture globale du numérique avant de se projeter vers d'autres projets. Dans ce deuxième cas, on est là pour les aider aussi. On est là pour les aider à définir en quoi le numérique peut être intéressant pour eux. Quelquefois, les gens ont beaucoup de mal à eux-mêmes construire un projet qui intègre le numérique et ça peut aussi remettre en cause leur démarche. Mais bon, on est aussi là pour les aider pour ça. Alors, vous avez parlé également des chantiers d'insertion qui étaient très utilisateurs. Les chantiers d'insertion font partie. C'est un exemple donné. On nous a fixé comme objectif, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, d'accompagner les gens qui sont assez éloignés, le plus éloignés du numérique. Ça fait partie. Ce public des chantiers d'insertion en fait partie. C'est pas systématique non plus, mais donc effectivement, on accompagne les chantiers d'insertion, mais aussi par d'autres partenaires, ce public-là. Ça peut être par la Maison de l'Emploi et de la formation notamment, qui va nous permettre de préparer le public demandeur d'emploi à l'intégration de formations qualifiantes. C'est valable aussi pour les chantiers d'insertion. C'est un peu le même objectif. C'est de les préparer à intégrer le numérique pour d'autres actions et dans leur vie au quotidien. Puisqu'on, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en a besoin en permanence, de plus en plus. Excusez-moi, ces gens dans les chantiers d'insertion, oui. S'il n'y avait pas cette possibilité, ils n'auraient aucun contact avec le numérique. Très peu. Oui, c'est sûr que c'est une vraie force pour le département d'avoir ce dispositif. Alors, je comprends bien que c'est une vraie force, mais j'ai un peu l'impression qu'en matière de numérique, ce qu'on a compris un jour, si on ne le pratique pas le lendemain sur son ordinateur, ça s'oublie très vite. C'est souvent le cas. Ceci dit, on essaye d'inscrire nos actions sur une durée. C'est pas quelque chose de ponctuel, hein. On travaille sur un programme, notamment par exemple sur ce qui s'est fait avec certains chantiers d'insertion. C'est sur des programmes d'accompagnement qui peuvent durer un trimestre. Ça peut s'accompagner aussi de conseils pour de l'équipement. C'est souvent le cas. Les gens qui ont été accompagnés sur ce volet-là ressortent forcément avec l'intention de s'équiper si c'est pas le cas. Quand il y a l'équipement, ça facilite la pratique de ce qu'on a. Évidemment, ça facilite. Donc ça entraîne aussi une prise de conscience. Alors après, évidemment, en fonction des moyens de chacun, ce sera possible ou non. On travaille aussi avec ceux qui sont justement nos partenaires sur ce volet-là à essayer de trouver des solutions qui puissent permettre aux gens qui sont au public qui est en chantier d'insertion de trouver des solutions au niveau local. C'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à comment favoriser l'équipement informatique des chantiers d'insertion ou des locaux qui servent à mettre en place nos ateliers de manière à ce qu'on ait au moins 1 ou 2 ordinateurs qui permettent de continuer de poursuivre l'alphabétisation numérique. Alors, donc, avec cette nouvelle organisation, les animateurs, les 10 animateurs, les 4 conseillers, le public visé, et notamment le milieu professionnel qui est bien visé, quand des gens ressentent leurs besoins, comment est-ce qu'ils font ? Il faut qu'ils vous appellent. Comment on vous trouve pour faire venir les conseillers concrètement ? Il y a un numéro de téléphone à appeler en priorité pour prendre contact avec ce dispositif. Je vais vous le donner tout de suite. C'est 03 86 60 67 75. Et pour ceux qui sont déjà... On le répète parce que... Oui, je vais le répéter si vous voulez. 03 86 60 67 75.
Donc là, on peut exprimer l'idée. On peut exprimer son a. besoin. On définit évidemment son lieu de prédilection. Parmi les 90 lieux possibles, il y en a un qui est plus proche que les autres. Forcément. Et puis, pour ceux qui sont quand même déjà un peu plongés dans le numérique, je vais vous donner 2 adresses mail. Donc, c'est kiosque.numérique@cg58.fr et puis conseiller avec un s.numérique@cg58.fr. Voilà, 2 adresses mail, un numéro de téléphone pour contacter ce dispositif d'accompagnement. Vous écoutez RCF Nièvre, dernière partie du magazine La Nièvre numérique présenté par Olivier Roland. Je reçois aujourd'hui M. Pierre Bareil, directeur du syndicat Nièvre numérique, et M. Pascal Bernard de la direction du système de l'information. On a fini la deuxième partie de cette émission en parlant des 90 lieux où se déploient les animateurs et les conseillers. Et puis vous nous avez donné très concrètement un numéro de téléphone où des gens qui auraient des problèmes ou des projets à développer, c'est surtout ça l'idée, peuvent appeler pour bâtir tout ça. Est-ce qu'on pourrait... Alors d'abord, dans le monde professionnel, il y a des choses qui ont déjà été faites dans le tourisme. Il y a peut-être des choses qui ont été faites dans la santé. On en a parlé dans une précédente émission à travers iLab et son robot. Je sais qu'il y a des choses en projet dans les transports. Est-ce que sur ce sujet-là, vous pouvez en dire quelques mots ? Oui, alors effectivement, au niveau des professionnels, j'allais dire l'accompagnement est un petit peu différent de celui qui est proposé au grand public. Le but quand même, lorsque l'on s'adresse à des professionnels, j'allais dire, il y a à peu près 2 niveaux. Il y a ce premier accompagnement qui est de voir quel lien ou quelle synergie pourrait y avoir entre l'activité exercée et le fait d'utiliser Internet pour mettre en ligne en fait cette activité. Et le deuxième sujet, c'est donc ça, on est vraiment sur, j'allais dire, un dispositif de base. Qui est quand même de faire rentrer un petit peu de numérique dans l'entreprise, ce qui est pratiquement le cas dans toutes les entreprises, artisans, commerçants, même de taille très réduite. Mais c'est souvent, j'allais dire, des relations qui sont assez succinctes. Ça peut être des échanges de courrier électronique, ça peut être des échanges de fichiers, de données, mais voilà, on voit bien que dans l'activité même, c'est pas encore rentré. Donc, le sujet, c'est plutôt de dire, voilà, le numérique est également un outil, et cet outil, on peut l'exploiter soit pour améliorer sa productivité, soit pour améliorer la gestion de l'activité, voire même, et ça aussi c'est intéressant, c'est développer sa zone de chalandise. C'est-à-dire qu'on peut avoir une activité en local, et bien évidemment, avec le numérique, on peut, j'allais dire, étendre son champ d'investigation et notamment sa zone d'achalandise. On peut avoir un site marchand, quoi. C'est clairement, ça peut être le site marchand, mais ça peut être, j'allais dire, des sujets. Je vais prendre là aussi pour illustrer le propos. Je vais prendre un exemple. Il y a une application qui a été développée au niveau régional qui s'appelle Local, donc loc-al-ha2le. Et en fait, c'est quoi ? Cette application, c'est un besoin exprimé notamment par les gestionnaires des restaurants scolaires ou des restaurants universitaires, qui disent, voilà, nous, on a un besoin régulier de certains produits, frais notamment, ou de légumes, enfin divers, ou de fruits, et si on peut s'adresser, j'allais dire, en local aux producteurs, tant mieux. Et dans le même temps, bien évidemment, il faut pouvoir contacter ces producteurs, et puis ensuite, il faut que ces producteurs puissent répondre à la demande. Donc voilà, ça c'est un dispositif qui a été mis en place, sur lequel il a fallu réunir les acteurs, donc aussi bien, j'allais dire, ceux qui sont en demande. Alors les cuisines dans les... Voilà, donc les cuisines dans les restaurants scolaires... Sont en demande et utilisent ce système ? Oui, utilisent ce système, c'est déjà en vigueur. Et en fait, les producteurs, en tout cas les personnes qui sont en capacité de répondre à la demande, donc déjà... j'allais dire, il y a un tri qui se fait. Donc on consomme l'hivernais, là. Voilà, si on a besoin de viande, par exemple, effectivement, c'est pas le producteur de légumes qui va être contacté, c'est plutôt un éleveur. Et c'est plutôt l'éleveur qui va être dans, j'allais dire, le cercle de production attendu. Et l'autre avantage, c'est que ça crée en plus une communauté en termes de réponse. C'est-à-dire que si on a besoin d'un certain tonnage de viande, puisqu'on est quand même sur des volumes de celui-là, on peut imaginer que 4 ou 5 éleveurs sont en capacité de répondre, et ça permet
voilà, de répondre. Et là, on voit bien que d'un seul coup, il faut évidemment que les éleveurs aient adopté aussi ce système-là. Et c'est là où vous me dites le numérique crée du lien. Exactement. et c'est là où vous voyez tout de suite, ça crée du lien, mais en plus, là, dans le cas présent, c'est du lien, mais ça crée surtout une économie et en local. Donc là aussi, c'est création de liens, mais dans le cas du développement économique, ça contribue au développement économique local. C'est-à-dire que localement, ça nous permet également d'exister. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. C'est ce qui a été présenté d'ailleurs dans une émission précédente quand on parlait du canal numérique, où là également, pour les acteurs du tourisme, clairement c'est bien pour développer de l'activité locale. Et vous me disiez tout à l'heure, pour que ça marche bien, c'est pas uniquement Nièvre numérique ou le Conseil général, il faut également que tous les gens dans le tourisme soient derrière et répondent bien aux demandes des usagers qui voudraient prendre une chambre le soir. S'ils sont pleins, il faut qu'ils réagissent bien pour diriger les gens qui cherchent une chambre vers un autre lieu. Donc il faut que tous les acteurs soient bien actifs et on ne peut pas faire ça sans la participation très, très active de tous les gens du secteur. Je pense que c'est une vertu du numérique, c'est que sur des filières, donc il y a des communautés d'acteurs. Donc c'est bien évidemment des partenaires qui sont dans une même filière, qui, j'allais dire, à titre individuel, se jugent plutôt comme des concurrents. Mais lorsque, là, d'un seul coup, on veut organiser une filière sur un territoire, ils sont, j'allais dire, tous partenaires. Ils sont tous au même bateau, quand même. Pour être en capacité. Et voilà. Et donc, c'est de tirer la filière vers le haut, et bien évidemment, individuellement, également, pour chaque prestataire, en tout cas de service, également de se mettre à niveau, j'allais dire, de la prestation, en tout cas, qui est attendue et que l'on veut offrir sur le territoire. Alors tout à l'heure, M. Bernard, je vous demandais, avec tous les conseils que vous donnez sur les projets, est-ce que concrètement vous pouvez me donner une illustration? Vous m'avez dit, mais oui, j'ai une illustration par exemple très, très simple avec une demande d'un restaurateur. Oui, qu'est-ce qu'un restaurateur vient faire chez Nièvre numérique? Un restaurateur, c'est un professionnel, c'est un acteur économique essentiel sur notre territoire. Oui, je vous disais que c'était un exemple de conseil très pratique qui a été donné par un de nos conseillers numériques, qui avait été interpellé par un restaurateur nivernais qui cherchait une solution numérique pour prendre les commandes dans sa salle de restauration et essayer surtout de trouver une solution qui soit un peu harmonisée avec l'ensemble de son dispositif, qui puisse en même temps impacter la gestion de son stock de marchandises et gérer la facturation et puis être renvoyer la commande sur les cuisines. Donc voilà, une numérisation de la chaîne. Le conseiller numérique a fait son travail de conseiller numérique puisqu'il allait chercher effectivement l'outil qui pouvait répondre à cette demande, sachant que la demande portait quand même sur une interface qui est déjà bien identifiée par tout le monde puisqu'il s'agissait d'essayer de trouver une solution sur tablette. Voilà. Donc et une tablette dont je n'aimerais pas la marque, mais qui était en plus déjà bien identifiée. Donc voilà, c'est un exemple très concret. L'application a été identifiée, proposée. Donc on n'a pas bâti un programme spécifique, il a trouvé oui, tout à fait. Application qui répondait à la question. Alors après, effectivement, s'il avait fallu développer une solution, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. L'application existait et visiblement répondait aux besoins du restaurateur. C'est un problème standard que tout restaurateur peut se poser. C'est un problème qui peut être, qui peut effectivement concerner d'autres restaurants. Et donc, c'est typiquement ce genre de conseil qu'un conseiller numérique doit être en capacité de données et l'accompagnement. Voilà, on a parlé aussi d'autres exemples qui portaient sur l'envoi de courriels en masse pour se faire connaître, pour faire connaître ses actions, son activité. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement, sur lequel les conseillers sont interpellés. Enfin bon, il y a beaucoup de thématiques comme ça, finalement, qui sont sur lesquelles le dispositif peut être amené à intervenir. Et vous me disiez que sur ce problème des courriels en masse, il y avait le problème des spams. Oui, c'est ça l'enjeu. C'est un problème redoutable. On n'envoyait rien du tout parce que c'est à chaque fois. Exactement. C'était considéré comme un spam. Vous envoyez trop de courriels en même temps, on peut être considéré comme, alors dans le terme informatique, on dit spammer ou en tout cas polluant le trafic sur le net et du coup être mis de côté ou blacklisté. Donc le destinataire. Et l'enjeu, c'est alors il existe des outils professionnels qui permettent
d'être identifiés comme non spammeurs et voilà, il y a aussi une recherche du conseil à donner par rapport à ça, une maîtrise technique qui peut être diffusée auprès des professionnels. Alors, au niveau des moyens, vous m'avez expliqué qu'il y avait maintenant dans la Nièvre des télécentres, qu'il y avait des centres de ressources numériques. Donc tout ça est un peu en train de s'enrichir. Est-ce que pour finir, on pourrait faire un point sur ces moyens ? On a parlé des 80 sites. Voilà, ça c'est dans le j'avais cadre de la compris mobilité. 90 même. Pardon, j'ai dit 90 bien sûr, 90. C'est 88 exactement. D'accord. Depuis la semaine dernière. Effectivement, donc ça c'est pour la mobilité des kiosques et des animateurs. Au-delà de cette couverture globale, on est en train d'identifier progressivement des centres de ressources numériques au sein d'espaces existants. Pierre pourra en parler aussi puisque l'iLab de Nevers fait partie de ces centres. L'objectif c'est de rassembler dans ces centres de ressources numériques un certain nombre, le plus grand nombre de services numériques à la population. Donc la notion de télécentre, donc qui se traduit par des lieux dans lesquels les télétravailleurs, les gens peuvent venir travailler à distance en toute sécurité. Ça fait partie de ces services qui peuvent être intégrés dans un centre de ressources numériques. D'autres espaces de travail collaboratif ou de zones de travail collaborative qu'on appelle aussi coworking. On n'échappe pas là. On n'échappe pas, c'est difficile. Mais ça parle beaucoup à ceux qui peuvent être concernés par ce type d'espace. Donc ça aussi, ce type de service qu'on peut trouver dans un centre de ressources numériques. Donc c'est en train de se mettre en place progressivement. Ça passe par la création de maisons de développement. C'est d'autres structures qui peuvent accueillir ces centres de ressources numériques ou être identifiés comme centres de ressources numériques. Donc maintenant la Nièvre commence à être bien. L'objectif c'est d'identifier déjà 6. Je pense que sur le 2014 ça devrait être quasiment le cas. Et puis effectivement après il y a toute la partie télécentre dont Pierre peut parler plus précisément. Oui, il y a un maillage territorial en fait qui est en train de s'organiser. D'espace où j'allais dire c'est là qu'on va trouver les outils les plus performants. Et pour pouvoir clairement travailler dans de bonnes conditions. Tous les centres dont on parle ou qui sont en train de s'achever, en tout cas, par exemple, sont raccordés en fibre optique. Donc déjà, on règle cette problématique en tout cas du débit ou de la bande passante. Et en plus, c'est des espaces adaptés. Donc clairement, il y a les bureaux, il y a la visioconférence, il y a, j'allais dire, les bons outils qui permettent d'avoir une bonne activité de télétravail, que d'abord une majorité de personnel qui sont dans des situations administratives sédentaires, effectivement, pourraient retrouver, c'est-à-dire en gros, c'est le bureau qu'on pourrait retrouver à proximité de son domicile. Les moyens sont là, on attend les gens. Les moyens sont là, les clients. Exactement. Je pense que... Alors pour l'instant, c'est déjà fréquenté. Mais c'est plutôt fréquenté effectivement par des professionnels nomades, enfin moi je les appelle comme ça, c'est-à-dire souvent c'est des commerciaux, qui eux ont besoin, lorsqu'ils ont ne serait-ce que besoin d'avoir un échange avec leurs clients, dans un environnement adapté, c'est-à-dire au-delà de la table en terrasse, même s'il fait beau, voilà, ça répond également à cette demande. Donc il y a ce maillage avec l'iLab à Nevers, avec la mission numérique à l'Orme, avec une antenne iLab en tout cas à l'USI, 3 télécentres qui sont à Pouilly, à Varzy et à Donzy, 2 maisons de développement qui sont en train de se mettre en place à Clamecy et à Cône. Donc on voit bien que voilà, il y a un maillage qui est en train de se mettre en place et que ensuite on va pouvoir s'appuyer sur ces infrastructures pour avoir donc les ateliers des animateurs numériques qui vont pouvoir s'effectuer dans de très bonnes conditions. Il va y avoir des conseillers numériques qui pourront effectivement avoir des relations, en tout cas professionnelles, dans un espace qui est qualifié. Je pense que c'est important quand il y a ce type d'échange. Il peut y avoir également, et ça je pense que ça va se développer au fil des ans, l'usage de la visioconférence. Je pense que clairement, avoir le choix de faire une réunion commune sur différentes agences ou différentes directions ou antennes réparties sur le territoire. On fait une réunion d'1 heure en visioconférence, ou alors se réunir, c'est toujours agréable de se réunir, mais qu'il faut y consacrer une demi-journée ou une journée. Je pense que les choix vont se faire au fil des ans
Mais là aussi, il faut que les outils soient adaptés et adoptés aussi, également. Voilà, il faut les deux. Mais voilà, le département, s'équipe pour répondre à ses besoins. À cette évolution sur tous les usages. Monsieur Pierre Bareil, merci beaucoup d'être venu nous parler de tous ces sujets. Et Monsieur Pascal Bernard, merci beaucoup de nous avoir expliqué ce que vous faisiez au sein de la direction des systèmes de l'information du Conseil général pour diminuer, alors je dirais pas cette fracture parce que c'est pas le sens propre, mais cette coupure qui peut exister dans la population avec le numérique. Merci. Merci beaucoup.